Bonjour, je suis Florence Franks, je suis la fondatrice de la marque de mode Eriri Linen Editions et je vous donne la bienvenue sur Roots and Roots of Linen, les podcasts qui donnent la parole aux acteurs et aux amoureux de la filière du lin en Europe. Le lin est une fibre rare, précieuse, qui raconte une histoire de patrimoine, de territoire, de savoir-faire et de liens à une terre vivante et généreuse. Le lin est la fibre aux racines anciennes qui a bien pris la route de l'innovation et du futur. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, @Eriri_Editions, ou sur Facebook, @Eriri.linen. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et 5 étoiles si vous appréciez les podcasts. Place à présent à l'épisode du jour. Avant de continuer, je souhaitais vous dire deux mots. D'abord, un grand merci à tous les invités que j'ai pu interviewer sur le podcast. Merci pour votre confiance et merci à vous toutes et tous qui écoutez les épisodes depuis le début avec intérêt et bienveillance. Comme peut-être vous le savez, à côté du podcast, je suis en train de développer les premiers modèles de ma marque, les prêt-à-porter en lin Eriri. Le point de départ de ces modèles a bien été évidemment la matière, d'où la création de ces podcasts à la rencontre des acteurs de la filière, car j'avais envie de tout savoir sur cette fibre durable et de vous montrer ces étapes de fabrication de la graine à la confection. Créer des modèles qui soient bien conçus et à la fois désirables prend du temps, mais là, après quelques galères, c'est bien parti. Alors si vous êtes curieuse et curieux de savoir qui se cache derrière cette nouvelle marque, et surtout quelles sont les valeurs, et être averti du lancement en avant-première, laissez-moi votre contact, un formulaire se trouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Paul Boyer, directeur chez L'Important. L'Important est une coopérative de fabrication de t-shirts en lin bio qui a décidé de créer une première usine de fabrication industrielle en Normandie, à Évrecy. Pour rappel, la Normandie est le leader mondial de la production de lin textile. Pour lancer ce projet, L'Important a fait appel à une campagne de financement participatif, un véritable succès qui nous montre que nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir une industrie de la mode avec du sens, local, au visage humain, mais également durable et pérenne du point de vue économique. Un t-shirt lin est naturellement antibactérien, hypoallergénique, thermorégulateur. En fin de vie, il pourrait être composté. L'Important développe un mode éthique, biologique et éco-responsable qui défend l'industrie du textile français. Éthique car l'ambition est bien celle de construire une filière de transformation locale, de recréer de la mode des circuits courts, des proximités et des emplois locaux pour développer les savoir-faire et la résilience. Grâce à une gouvernance collective, les projets s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire. Biologique car le succès du projet permettra d'encourager la conversion au bio des bassins agricoles lignés, notamment en Normandie et dans les Hauts-de-France. Éco-responsable car tous les aspects de la production sont étudiés pour minimiser l'impact environnemental. Paul Boyer, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous raconter votre histoire, votre lien avec la plante du lin? Alors, je m'appelle Paul Boyer, je suis diplômé de l'école des mines, donc j'ai une formation d'ingénieur. Après un début de carrière assez classique, je suis entré dans la mode éthique et avec une marque de mode éthique, et notamment du coton bio, des matières renouvelables. En 2003, à l'époque, c'était le tout début des premières marques éco-responsables et du coton bio. Et puis, en 2010, j'ai déménagé en Normandie, et autant je connaissais le lin comme textile, autant en Normandie, je l'ai découvert comme plante, puisque la Normandie est la région du monde où il y a le plus de lin. Et comme beaucoup de gens, je suis tombé amoureux de cette plante et de la filière. Assez naturellement, je me suis lié avec l'association Lin et Chanvre Bio, qui se créait à peu près à ce moment-là pour accompagner des agriculteurs qui faisaient du lin et qui voulaient aller vers l'agriculture biologique, et qui avaient besoin de mettre en place une filière pour valoriser du lin en agriculture biologique, donc la certification GOTS, Global Organic Textile Standard. Et assez naturellement, je me suis impliqué dans cette association. J'ai découvert cette filière du lin dans laquelle je suis toujours. Et donc, vous êtes le directeur du projet L'Important. Pourquoi créer ce projet et pourquoi les lin? Pourquoi travailler les lin? Alors voilà, l'Important, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée, comme son nom l'indique, avec un certain nombre de coopérateurs. On est plus de 60 dans la coopérative. C'est un projet qui a maturé longuement sur plusieurs années, puisque en étant dans cette filière du lin et du chanvre bio, on a en France 120 000 hectares cultivés en lin chaque année. Donc on est vraiment le leader mondial de la production agricole du lin. Et si on regarde bien, on est dans le textile avec une seule fibre textile qui soit originaire de France. C'est-à-dire que toutes les autres fibres textiles, le coton, le polyester, etc., n'existent pas en France. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de coton. Par contre, on a du lin. On a un petit peu de laine, mais c'est des volumes beaucoup plus réduits. On a un tout petit peu de soie, un tout petit peu de poils de lapin, de choses comme ça. Il y a une filière chanvre qui est en train de se dessiner, mais qui est encore très embryonnaire. Par contre, la filière lin, c'est une filière industrielle avec 120 000 hectares, c'est
c'est-à-dire à peu près 120 000 tonnes de fil. Donc si on considère qu'il faut même 1 kilo pour faire un gros jean, ça fait quand même 120 millions de jeans. Si on voulait tout transformer en jean, évidemment, ça n'est pas le cas, mais voilà. Donc on a quelque chose qui est d'une taille tout à fait industrielle, même si c'est tout petit par rapport au coton ou au polyester. On a en France cette fibre-là, et c'est la seule fibre qui soit vraiment française. Parce que pour le coup, on a plus de la moitié du lin mondial qui pousse en France et principalement en Normandie. Et donc c'est logique de travailler avec cette fibre-là. Le lin, on l'a en France. On commence à avoir du lin cultivé en agriculture biologique. Et autant le lin, c'est déjà la fibre la plus éco-responsable qui soit, autant le lin bio, on va un tout petit peu plus loin parce que le lin, c'est une culture annuelle, donc elle est cultivée en rotation avec d'autres cultures. Et donc, si on a du lin bio, on a d'autres cultures en bio. Donc, en fait, le lin peut servir de moteur à la conversion à l'agriculture bio des autres cultures qu'on a sur ces très belles terres sur lesquelles on fait le lin. Et donc, avec ce lin bio qu'on commence à avoir de plus en plus en France, l'idée, c'est de relocaliser, parce que l'autre problématique qu'on a en textile, en plus de l'éco-responsabilité de la matière, c'est l'éco-responsabilité de sa transformation. Donc voilà, aujourd'hui, la France est le leader mondial de la production agricole de lin. Par contre, la transformation après est à plus de 90% hors France, et principalement en Asie. Il y a une volonté et il y a une cohérence à relocaliser la transformation du lin. Et comme c'est les mêmes personnes en fait qui sont en demande d'un vêtement qui fasse du sens en termes de local, donc qui regardent l'étiquette et qui recherchent du Made in France ou du Made in Europe, et c'est les mêmes que ceux qui regardent l'étiquette et qui cherchent des labels, qui cherchent du bio, etc., et qui vont s'intéresser au lin pour ces raisons et ces bienfaits environnementaux. Comme c'est les mêmes clients, c'est complètement cohérent de faire un projet qui soit à la fois sur le lin bio, qui soutienne la conversion au bio de l'agriculture de Normandie et de France, et sur du Made in France, qui soutienne la relocalisation de l'industrie textile vers la France. Et donc l'idée, c'est ça. Et dans la filière lin, donc on a l'agriculture. L'étape d'après, c'est la filature. Ma première envie, c'était de faire une filature, mais c'est quelque chose qui nécessite des volumes très importants et qui sont encore hors d'atteinte avec le lin bio. Il faudra attendre encore quelques années pour pouvoir envisager une filature française rien que pour du lin bio. C'est un autre projet. Et puis, par contre, pour qu'une filature puisse se créer, il faudra qu'il y ait des gens qui achètent du fil. En France, les gens qui achètent du fil, c'est des tisseurs pour faire du tissu en chaîne et trame, pour faire des jeans, des chemises, des pantalons. Et ça, il y en a déjà. Ou des tricoteurs, pour tricoter, pour faire du jersey avec lequel on fait du sportswear, du t-shirt, etc. Pour le jean, il y a déjà quelques acteurs en France qui savent tout à fait tisser une toile de jean, qui savent tout à fait fabriquer un jean. Et il y a des projets qui sont en train d'émerger. Il y a déjà Le Gaulois, par exemple, qui s'est lancé l'an dernier pour faire un jean en lin complètement made in France. Donc ça, c'est super. Il y a d'autres projets qui sont en cours d'émergence là-dessus. Et le deuxième gros produit dans l'habillement, sur lequel on peut facilement faire des volumes importants, c'est le t-shirt. Autant le jean et le t-shirt, c'est deux grands produits, autant le t-shirt, à lui tout seul, c'est déjà 15% des pièces d'habillement. C'est des quantités énormes. Et le t-shirt en lin, l'autre aspect, c'est que c'est un produit assez récent. Il y a une dizaine d'années, personne ne tricotait du jersey fin pour faire du t-shirt de lin. C'est quelque chose qui s'est développé et c'est un produit qui est vraiment extraordinaire tous les jours pour tout le monde. Comme j'avais envie d'avoir rapidement un produit qui parle un peu à tout le monde par ses valeurs, j'avais envie de travailler sur un produit qui peut correspondre à tout le monde. Du coup, avant de reparler des t-shirts, est-ce que on peut reprendre juste un petit peu la filière? À la confection, on compte beaucoup d'étapes nécessitant tout un grand savoir-faire. Comment pouvez-vous nous les décrire dans les cas de l'important? Vous avez déjà mentionné la filature. Quels sont vos partenaires dans les cas de l'important? Tout à fait. Alors dans la coopérative, on a des acteurs à tous les niveaux de la filière. On a des agriculteurs qui font du lin en lin bio. Plutôt que de parler des acteurs, je vais parler des différentes étapes. En fait, le lin, ça commence à la graine de lin. La graine de lin, c'est des variétés qui ont été sélectionnées depuis des dizaines d'années avec le savoir-faire qu'on a particulièrement en Normandie pour sélectionner une plante qui va faire une longue tige, très peu de branches parce que à chaque fois qu'on a une branche, on a des fibres qui vont faire des nœuds comme on a dans les cheveux, etc. Des fourches. Donc ça c'est pas bon. Donc on a sélectionné des lins qui sont robustes, qui montent vite, qui font une belle tige avec beaucoup de taux de fibres, etc. Donc ça c'est la partie semencière. Une fois qu'on a ces graines de lin, on les sème dans un sol. Alors ça, c'est la chance qu'on a en France, c'est d'avoir un climat très tempéré et qui convient bien avec des sols très profonds. On le sème et on va l'arracher. Donc on le sème à peu près maintenant. Là, j'ai mon voisin qui vient d'en semer en mars, fin mars. On le sème plus début avril pour le lin bio pour qu'il soit sur une terre bien réchauffée. Et là, on a une plante qui va croître et qui va prendre à peu près 1 mètre de haut sur ces 100 jours. Donc on a une toute petite graine qu'on peut d'ailleurs utiliser dans l'alimentaire, la graine de lin, on peut s'en servir aussi pour mettre dans le pain ou dans les salades ou quoi. Et puis cette graine va pousser d'1 mètre et en juillet, autour du 15 juillet,
on l'arrache plutôt que de la faucher parce que jusqu'à la racine, en fait, qui est une racine pivot, on a des fibres à l'intérieur. Donc on l'arrache et on la pose au sol, et ça c'est une spécificité de la filière là. Entre le 15 juillet et le 15 août, parfois un peu plus tard, il y a suffisamment d'humidité, de quelques pluies ou de rosée matinale pour que les bactéries puissent se développer et faire ce qu'on appelle le rouissage, qui permet donc avec l'humidité que les bactéries dégradent les cols qui collent les fibres entre elles. Et ça permet l'étape d'après. Après le rouissage, le lin est stocké, il peut être stocké pendant assez longtemps, avant d'être taillé dans les usines de taillage. Et là, c'est une séparation mécanique qui vient extraire les fibres en cassant en fait l'enveloppe et le bois qui est autour. Et donc au teillage, on extrait la filasse, donc les fibres longues, les fibres courtes avec lesquelles on va faire des ficelles, des cordes ou éventuellement du papier, le velin par exemple, du papier avec du lin. Toutes les parties de la plante sont utilisées, il n'y a pas de déchets, c'est vraiment une plante zéro déchet là-dessus. Et puis cette filasse-là, elle va ensuite aller à la filature. Les étoupes, donc les fibres courtes, vont aussi aller en filature, mais avec des filatures différentes. La filature des fibres longues de la filasse, c'est une filature au mouillé qui est spécifique au lin, qui emploie énormément de main-d'œuvre, et c'est pour ça qu'il n'y en a plus en France. Nous, on travaille avec la plus proche, qui est en Pologne. C'est une entreprise française qui a délocalisé en Pologne quand tout le monde partait en Chine, pour pas laisser partir le savoir-faire et le garder sous la main pour pouvoir un jour revenir en France. Et donc, la filature au mouillé, on va assembler ces fibres, enfin d'abord peigner, donc à faire continuer la séparation des fibres pour affiner, enlever les impuretés, et ensuite filer et faire glisser les fibres les unes par rapport aux autres pour constituer un fil de la finesse que l'on choisit. En fonction de la qualité du lin, on peut aller à des finesses assez grandes. Pour faire du t-shirt, il faut un fil très solide et très fin. Donc c'est assez exigeant en termes de fil. Et une fois qu'on a ce fil, donc c'est l'étape d'après la filature, c'est soit on va tisser pour faire passer des fils qu'on met les uns parallèles aux autres, c'est ce qu'on appelle la chaîne, et faire passer des fils de trame dessus-dessous pour faire du tissu, ce qu'on appelle le chaîne et trame, ou bien tricoter, et là on va faire comme on fait quand on fait du tricotage avec des aiguilles. On va faire en fait des boucles avec le fil, et le rang suivant, on va refaire des boucles avec les fils qui vont venir s'accrocher dans les boucles du rang d'avant. Le gros intérêt de cette manière d'assembler pour faire un tissu, ce qu'on appelle de la maille, tricotée plutôt que du chaîne et trame, c'est que comme le fil fait des boucles, il a une plus grande élasticité, il a aussi un peu plus de volume, donc il va encapsuler plus d'air, donc il va être plus thermorégulateur. Et du fait que les fils font des boucles, il est beaucoup moins froissable, parce que si vous essayez de faire un pli sur une boucle, ça se verra beaucoup moins que si vous faites un pli sur des fils qui sont tous parallèles les uns aux autres. Et donc avec l'élasticité naturelle, les plis vont se défaire, et donc on va pas avoir la froissabilité qu'on connaît à la chemise de lin ou au pantalon de lin. Donc on a ça avec le t-shirt. Voilà. Une fois qu'on a la maille, l'étape d'après, c'est de la teinter pour lui donner la couleur que l'on veut, et de l'ennoblir, parce qu'après la teinture, il faut stabiliser la maille, donc avec une sorte d'énorme fer à repasser, en fait des rouleaux qui vont chauffer et mettre de la vapeur pour stabiliser la maille. Et ensuite, c'est la coupe et la confection pour assembler un t-shirt avec des machines. Les grandes étapes. Bon, vous avez déjà expliqué, pourquoi vous avez choisi de fabriquer, des t-shirts. Comme les jeans, c'est un produit, largement porté, largement utilisé. Du coup, vous venez de nous dire les premières, étapes. Après, pour ce qui concerne les travail, justement, les tricotages, des coupes et des confections, comment vous avez décidé d'organiser, l'usine? Comment Alors voilà, l'important, en fait, au départ, l'idée avec cette coopérative, c'est de créer un outil industriel pour compléter les outils industriels qui existent déjà. Le but n'est pas d'aller créer une nouvelle unité qui soit concurrente de celle qui existe déjà. Et donc, par exemple, en France, on a quelques unités de teinture qui sont tout à fait opérationnelles, qui manquent plutôt de travail qu'autre chose. Sont les mêmes, les techniques de teinture du lin ou du coton, par exemple, sont les mêmes. Donc, on a des teinturiers qui savent tout à fait travailler le lin en France, et donc on va pas faire cette étape-là. Donc là, on va travailler avec des partenaires. Sur le tricotage, il y a des gens qui savent tricoter très bien en France. Sur le tricotage spécifique du lin, il y a peu d'acteurs qui se sont attaqués à ça. Et puis, il y a des contraintes spécifiques au tricotage du lin qui sont pas du tout les mêmes que pour le coton, le polyester, la viscose, etc. Et donc, c'était important pour nous d'aller vers la mise en place de notre propre capacité de tricotage, sans compter qu'en plus, le métier à tricoter, c'est un investissement qui est coûteux, mais qui est pas délirant. On parle de 75 000 euros pour un métier à tricoter. Pour un équipement industriel, c'est pas inabordable comparé à des centaines de milliers d'euros qu'il faut pour une seule machine de teinture, par exemple.
Voilà, c'est par rapport à tout ça qu'on voulait avoir une unité de tricotage en interne et donc on prévoit dans l'important d'avoir cette étape-là, le métier à tricoter. En plus, ça permettra de montrer cette étape de tricotage qui est visuellement assez parlante aux acteurs puisqu'on aura une usine qui sera ouverte à la visite et c'est très important pour nous de montrer le savoir-faire industriel au grand public et puis aux professionnels aussi parce que ça intéresse tout le monde. Donc on aura cette capacité de tricotage et puis alors la teinture on la fera pas comme j'ai déjà expliqué et puis on aura la coupe et la confection donc les machines à coudre et c'est là qu'il y a le plus d'emplois donc c'est là que c'est le plus important en termes de quantité d'emplois donc c'est l'intérêt de la relocalisation c'est aussi celle-là puisque la fabrication de t-shirts dans le monde c'est des dizaines de millions de personnes qui travaillent pour fabriquer des t-shirts surtout dans des conditions sordides et des pays très lointains. Mais l'idée, c'est quand même de recréer de l'emploi et du savoir-faire pour que, au final, on puisse avoir des citoyens avec des valeurs éco-responsables qui portent sur eux plus qu'un vêtement, qui portent aussi des valeurs, parce que c'est le vêtement, c'est quand même aussi un emballage et donc quelque chose sur quoi on a envie d'avoir une cohérence avec les valeurs de la personne qui porte ces vêtements-là. Donc on aura un t-shirt dont on pourra raconter l'histoire, on pourra aller voir l'usine, les personnes qui y travaillent et qui l'ont fabriqué. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour se sentir bien, d'être fier du vêtement qu'on porte. Parce qu'on n'est pas la même personne dans un vêtement en plastique fabriqué par des esclaves et dans un vêtement en lin, bio, dont on peut rencontrer les agriculteurs, dont on peut aller visiter les usines qui l'ont transformé et les personnes qui l'ont cousu. Oui, c'est tout à fait, c'est très intéressant. Et vous avez déjà quantifié plus ou moins combien d'emplois vous serez capable de créer dans cette partie de confection? Tout à fait. Alors, l'important, c'est un projet qui a une ambition industrielle, mais raisonnable. C'est-à-dire que comme on fera que du t-shirt, hein, c'est pas une unité très, très importante. On prévoit de fabriquer 100 000 t-shirts par an. Et pour ça, on prévoit d'être à peu près une douzaine de personnes salariées sur le projet. 100 000 t-shirts, pour donner un ordre de grandeur, en France, il se consomme 300 millions de t-shirts chaque année. Alors évidemment, on va pas transformer 300 millions de t-shirts en polyester ou en coton fabriqués à vil prix en 300 millions de t-shirts en lin bio, on pourrait pas d'ailleurs, mais une toute petite partie du marché du t-shirt qui soit fabriqué en made in France localement et avec du lin bio, c'est tout à fait envisageable et 100 000, c'est quelque chose de relativement atteignable comme objectif et cohérent avec le fait que la filière du lin bio est en démarrage et va s'étendre. Vous avez dit tout au début que l'important c'était de coopérative d'intérêt collectif. Comment la dimension coopérative enrichit les projets? Juste pour revenir sur ces points. Alors voilà, le fait que l'important soit créé comme une société coopérative d'intérêt collectif, c'est vraiment un choix, structurel dans ce projet. C'est pas un projet qui a pour but l'intérêt de l'une ou l'autre des parties prenantes. C'est pas un projet pour les agriculteurs, c'est pas un projet pour une marque, c'est pas un projet pour, une personne que je suis qui a envie de porter le projet. C'est un projet qui est pour une filière, pour que collectivement, cette filière du lin et du lin bio en particulier, soit plus solide, plus forte que les agriculteurs soient plus sécurisés dans le débouché de leur lin, parce que on a bien vu avec l'actualité, quand l'industrie chinoise s'est arrêtée en janvier à cause du coronavirus, les filatures de lin chinoises se sont arrêtées et immédiatement les tailleurs français n'avaient plus leur marché à l'export. Alors qu'avec une filière locale, eh bien, on peut travailler sur le long terme, on a plus de visibilité, on sait mieux ce qui se passe. De la même façon, en 2008, avec la crise financière, les acheteurs de lin aux États-Unis ont arrêté de commander du lin à leurs fabricants chinois et du coup les Chinois ont arrêté d'acheter aux agriculteurs français qui se sont retrouvés avec des surstocks parce qu'ils maîtrisent pas la filière. L'intérêt d'une filière locale, c'est qu'on est beaucoup plus solide. Donc la société coopérative d'intérêt collectif permet dans sa gouvernance d'assembler l'ensemble des acteurs de la filière. Et donc moi je suis directeur, mais je dépends d'un conseil d'administration qui peut décider de me remplacer par quelqu'un d'autre à tout moment. Donc c'est mon supérieur hiérarchique en fait, ce sont les représentants des coopérateurs. Donc on est 12 ou 13, j'y suis également, mais je ne compte que pour une personne. Et on a donc un agriculteur, une association qui représente la filière du lin bio, on a un filateur, on a un industriel de machines de coupe textile, on a un représentant de l'ensemble de la filière textile française, on a une marque, on a un consultant
Le fait de créer l'important sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'on a l'ensemble des acteurs de la filière et l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les industriels de la transformation textile, les industriels de l'habillement, les marques et donc les professionnels de la mode ou de la distribution, qui sont associés à ce projet-là et à sa gouvernance, y compris des gens de la société civile ou des professionnels qui sont pas dans le textile mais qui connaissent les ressorts du commerce et de la création d'entreprises, etc. Donc tous ces gens-là qui ont envie qu'un projet comme ça voit le jour et soit solide, s'associent et travaillent ensemble dans la gouvernance du projet. Et donc, moi, je reporte régulièrement au conseil d'administration qui repère quand je fais une erreur. D'ailleurs, j'ai l'avantage d'avoir des administrateurs qui sont tous extrêmement compétents dans leur domaine. On a une richesse de point de vue qui est très forte puisque collectivement, on est beaucoup plus intelligent qu'une seule personne. J'ai beau être très intelligent, je le suis beaucoup plus quand je suis conseillé par des gens qui le sont plus que moi. Voilà. Si des personnes intéressées voudraient aider, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour développer les projets? Pour soutenir le projet L'Important, il y a on a une page sur notre site internet, l'important.fr, qui explicite ça. On a 3 outils, en fait, qui permettent de nous aider, là, aujourd'hui. On a une campagne de financement participatif Ulule. Donc, c'est ulule.com/l'important qui permet, de soutenir le projet en échange d'un t-shirt qu'on produira pour cette campagne-là. Donc ça permet d'apporter un petit financement au projet et d'aider à la construction de cette usine qu'on prévoit de faire. La deuxième manière de s'associer et de soutenir le projet, c'est de participer à la coopérative en prenant des parts sociales de la coopérative. Une part sociale, c'est un capital de société anonyme, en fait, même si avec ce statut de société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une part à 100 euros. Donc à partir de 100 euros, on peut prendre une part. On cherche pas des très gros montants parce qu'on veut garder une certaine homogénéité. Donc le maximum qu'on ait, par exemple, c'est 5 000 euros. Donc entre 100 et 5 000 euros, une personne peut prendre des actions de la société coopérative d'intérêt collectif. Et on a, pour des gens qui ont plus de finances et qui ont envie d'apporter un soutien plus financier, en échange d'un peu plus de rémunération, parce que les parts sociales, il y a la possibilité de verser un dividende, mais il est plafonné parce que justement on est dans l'économie sociale et solidaire, donc c'est pas un très très gros rendement financier. Par contre, sur les titres participatifs, donc c'est le troisième outil de financement, les titres participatifs, donc c'est des titres à 1 000 euros chacun, et là on est sur des obligations, donc un prêt à la société pour 7 ans, avec une rémunération financière qui est un peu plus attractive. Voilà, donc ça c'est les 3 outils de soutien plus, je veux dire, financier, même si c'est pas que financier, parce qu'il est bien évident que ce qu'on cherche dans une coopérative, c'est pas seulement des actionnaires et des coopérateurs qui apportent des sous. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui viennent apporter leur réseau, leurs conseils, leur avis, leurs valeurs et leur motivation pour nous accompagner là-dedans. Et bien évidemment, si on a aussi besoin de clients, on a besoin de gens qui ont envie de bénévoles, de gens qui ont envie de s'associer au projet, de juste diffuser des informations sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça nous aide énormément. Et donc, c'est vraiment un projet qui est construit structurellement pour faire émerger une collectif, une communauté de gens autour de ce projet-là. La bouteille a été lancée. On va vers la fin de cette conversation. Je vous pose juste la dernière question. On dit que dans les lin, tout est bien. Quelle qualité du lin vous appréciez particulièrement? Ah, c'est difficile de choisir. Le lin est une plante fantastique, c'est une graine qui est très, très bonne à manger. Pour la fibre, c'est une fibre qui est extraordinaire, qui est d'une très, très grande solidité. J'aime beaucoup la noblesse du lin et du textile de lin, c'est-à-dire qu'un t-shirt en lin a ce qu'on appelle une main, en fait, un tombé beaucoup plus noble, beaucoup plus qualitative qu'une maille de coton ou de viscose ou évidemment de polyester. Voilà. Donc c'est la noblesse du tissu et de la fibre qui est la qualité que j'apprécie le plus dans le lin, sûrement. Très bien, merci beaucoup, monsieur Boyer. Merci beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite plein de succès pour bien évidemment le projet L'Important et puis en ce moment pour la campagne participative. Super, merci beaucoup. Et ben à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les références dans les notes. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Facebook pour me laisser votre avis et vos suggestions. À très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, laissez des liens.